ici, mais au vu des interventions qui ont commencé et de questions, nous sommes dit, nous allons prendre une approche scientifique, parce que les autres sont des professeurs qui disent des choses. Nous allons démontrer en face que le nécessaire de changer notre constitution. Et avec des arguments scientifiques imbattables. Batatu bama bayilumbia bayina avance betwa bukabiri bumwa bangi badibanja njigila kuditoja mamangishano kazati bengakuna ukaninda kaninda wakamba kamba wanpowe powe muchima wakamba kanyanga wakabasele kabasele wa moyo mukala chitoro bana wese kimana bako wa kusafamba wa kila mtu chifundo ni français mtumbio badibakula babyanya bakula ni français neni makulu masu byamba mukono ka mukama bona ni kindi kwa yabu na binchi bo redi ba yamu chabo kubantu bo mtumbio tulitwakula na mwana wa wani badde tulonda na shani wani mubone kudimalu malene la ajiba benga ankabe bamanya to ajake bani to shimpulina mogambe. Le sous-thème qui m'est confié pour cette conférence, vous dites, je crois que je docteur de droit, je suis professeur fou, moi, je suis central, je suis le sous-thème que j'ai à développer ici s'intitule la révision ou le changement de la Constitution. Quel choix pour la consolidation d'un État démocratique et la souveraineté en République démocratique du Congo. C'est absolument intime. Nous avons quoi avec l'âne, nous sommes bon, tout le monde dit déjà le temps ce sous-thème, pour nous y prendre, nous avons subdivisé l'exposé en 4 parties. En dehors de l'introduction, dans laquelle nous allons rappeler quelques concepts techniques, juridiques, et de la conclusion qui sera précédée de quelques suggestions. Et nous allons dans la partie première, avec le concours de la méthode herméneutique, qui nous a guidés à comprendre le texte, l'esprit du texte. Les textes ne sont pas que la lettre. Les gens font de bruit sans comprendre l'esprit qui est dans le texte. Nous allons commencer par présenter dans la première partie les exigences pour qu'un État soit un État vraiment démocratique. Ce n'est pas en déclarant ou en disant dans la bouche que nous sommes un État démocratique qu'on le devient. Il y a des exigences pour mériter d'être un État démocratique. Nous allons ensuite présenter les exigences pour qu'un État soit un État véritablement souverain. Nous fêtons le 30 juin, un État souverain, État indépendant. Mais est-ce que nous le sommes réellement? Quelles sont les exigences scientifiques, juridiques, incontestées? Nous allons, en troisième temps, présenter l'état des lieux de la Constitution actuelle face aux exigences pour un État souverain et un État démocratique. Est-ce que cette Constitution convient pour que nous soyons juridiquement un État démocratique
un État souverain. Quatrièmement, nous allons prendre position. Nous intitulons cette partie entre la révision constitutionnelle et le changement constitutionnel. Quel choix rationnel faut-il opérer pour une RDC réellement souveraine et réellement démocratique? Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers participants, tout protocole observé, en rappel, tout le monde le sait, la Constitution, c'est un corps de règles qui fait le socle, la fondation d'un État. On l'appelle la loi suprême, la summa-lex, la norme de normes. C'est elle la Bible juridique d'un État. Et lorsque nous parlons du mot révision, parce que les gens créent la confusion autour des concepts, le mot révision signifie un réexamen. On examine à nouveau. Un réexamen d'un corps de règles dans le but de les améliorer. Et dans ce sens, on parle de la réforme constitutionnelle ou législative. C'est une modification d'un acte juridique, en l'occurrence la Constitution de 2006. Beaucoup d'auteurs ont donné des définitions sur la révision. Celui qui aura des doutes dans le débat, je donnerai beaucoup de références dans ma tête et dans le document que j'ai. Je peux renvoyer à Serge Deschamps, à Gérard Cornu, aux auteurs qui ont dirigé des recherches sur le vocabulaire juridique, qui définissent ces mots d'une manière incontestée. Et le changement, parce que le différence entre révision et changement. Le changement, c'est aussi une modification. Comme la révision, c'est aussi une modification. Mais le changement peut être partiel ou total. S'il est partiel, c'est une révision. Mais s'il est total, c'est un changement. Et le changement concerne un texte. Il peut se concerner un régime. C'est une opération par laquelle on rectifie un régime, on rectifie un texte, où on peut modifier le mode de gestion de la res publica, des pouvoirs publics, de la chose publique. Et quand on dit quel choix il faut opérer, le choix, ça dit la position à prendre, l'option que nous devons lever. On ne peut pas être des sujets de droit, de Congolaises et Congolais, et laisser les autres décider sur notre sort. Non, nous devons choisir qu'est-ce que nous voulons. Nous sommes un peuple. L'émergence, c'est une croissance, c'est un décollage, c'est le développement réellement que nous aimons bien. Mais que quand les exigences pour émerger arrivent, on va dire non, les Blancs vont parler, les autres pays vont dire. Mais nous sommes chez nous, parce que pour décider sur notre sort, il faut avoir l'avis des autres. La consolidation de l'émergence signifie la stabilisation. Parce qu'il ne faut pas faire une émergence qui est hésitante, qui est fragile. Il faut émerger de manière stable. Parce que c'est cette fois-ci aujourd'hui. Dans la Constitution, à l'article 1er, la RDC est dans sa frontière 1960 et l'État démocratique et ça se limite là. C'est un État qui se vit dans un régime exercé par le peuple et pour le peuple. Pas par le peuple pour les intérêts étrangers. Non. Je veux qu'on se comprenne très bien.
Parce que quand notre peuple est infiltré jusqu'à un haut niveau, on vous place des gens qui vont parmi vous pousser vers un vote qui est fait par le peuple, oui, parce que les députés étrangers, parfois certains connaissent, certains ne connaissent pas, par le peuple, oui, mais pas pour le peuple. Dans la démocratie, c'est un pouvoir exercé par le peuple, mais pour le peuple. Une démocratie peut être directe, elle peut être libérale, elle peut être médiatisée, elle peut être participative, elle peut être pluraliste, elle peut être populaire, elle peut être représentative, elle peut être semi-directe comme la nôtre en RDC. Elle est semi-directe. Quand je dis semi-directe, pour ceux qui veulent aller en profondeur, c'est une démocratie qui combine la démocratie représentative et la démocratie directe. C'est-à-dire le pouvoir est normalement exercé par les représentants du peuple, comme nous avons notre représentant ici, l'honorable député provincial. Et on peut aussi avoir le peuple qui intervient directement par référendum. Parce que le peuple a la souveraineté. Et quand il y a des questions majeures, on le consulte pour qu'il participe directement à la gestion. Il décide des options fondamentales à prendre. Par voie de référendum, il peut aussi initier une pétition pour demander des comptes à ceux qui gèrent, parce qu'ils sont ses envoyés. Ils travaillent pour lui, ils doivent lui rendre des comptes. Il peut initier une pétition pour demander des comptes. Mais tout cela dans le sens qui est favorable au peuple. Et quand on dit un État souverain, parce que là, parfois, nous nous trompons. La souveraineté, ce n'est pas le mot. La souveraineté, c'est un État réel, un État concret, un État effectif de non-dépendance. Un État effectif de non-soumission aux autres quand il s'agit de nos intérêts. Et l'État souverain, c'est celui qui exerce un pouvoir de droit en raison de ce qu'il est institutionnalisé, un pouvoir originaire, c'est-à-dire qui ne dérive d'aucun autre pouvoir. Nous sommes Congolais, pas parce qu'on nous a délégué d'être Congolais. Nous sommes nés Congolais. Toi, les paysans, nous te tenons, c'est mon riche. Égal dans l'ordre interne, ni de supérieur dans l'ordre international, où il n'est limité que par ses propres engagements et par le droit international. Quelles sont les exigences pour être un véritable État démocratique? Je commence ma première partie. Si je m'en pose, dites-moi démocratie uchumi. Chakupa là, kunemeka kwa ushindameni ya maneno abantu. Le respect des fondements universels des droits de l'homme. Ce sont les valeurs chrétiennes. Je vais citer ici la liberté et l'égalité de tous. Mais si nous sommes démocrates, pourquoi est-ce qu'il y a des arrangements secrets qu'un groupe ne peut pas prendre le pouvoir? Si nous sommes libres. Si nous sommes libres, pourquoi alors que la Constitution dit que parmi les institutions qui peuvent initier la révision de la Constitution, numéro 1, c'est le chef de l'État. La Constitution dit ça. Lui a le droit d'initier la révision. Il a le droit. Il est libre dans la liberté d'expression. Pourquoi quand il s'exprime, nous ajoutons? Le respect de la liberté, le respect de l'égalité, l'élection des représentants, la résistance des partis politiques effectifs, pas des partis de mallette. Des partis politiques qui ont l'idéologie, qui peuvent édifier le pays. Là, à cela, l'ajout de la compassion redoutable, de la manière de représenter la société civile actuelle et de nouvelles conditions qui pourraient relégitimer cette représentation. Et ce que l'État a dit,
personnes qu'il a réellement élues, pas à des gens qui ont donné beaucoup plus d'argent. Mais quand le chef de l'État dénonce ça, il dit non, le sénateur, c'est celui qui a pris une grande enveloppe qui passe. Donc cette loi ici, si on va élire un gouverneur, qu'on l'élit par le peuple directement, pas quelqu'un qu'en fait que nous ne connaissons pas, et puis que les députés s'arrangent, ils le votent sans notre consentement direct. Nous on ne le connaît pas, on ne connaît pas son profil, on ne connaît pas s'il est congolais ou non. Voilà une question fondamentale. Comment un peuple peut accepter de tenir par les gens dont il ne connaît pas l'origine? Qu'une personne qui peut être notre frère de ce président, comme suppléant, son cousin qui est angolais, quand il passe au gouvernement, il laisse le Rwandais comme député. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre des choses dans la vérité? Alors, un État démocratique, c'est celui qui répond aux exigences d'un choix d'organisation de société, qui, selon le cas, peut insister sur la garantie des droits fondamentaux et l'égalité des conditions, la liberté de conscience. Les Congolais, nous commençons à craindre de dire la vérité, parce que si je dis, on va faire ceci. Mais c'est, dans le cas de l'Union là. Ça, il s'agit de notre existence. Vous savez, Esther a dit à son homme, sache que si toi tu ne parles pas cette affaire, ça te concerne. Quand les gens vont périr, toi aussi, tu péris. Cette affaire est congolaise. Alors, quels sont les piliers qui sous-tendent l'État démocratique? Je vais citer seulement le respect des libertés fondamentales. Mais le chef a la liberté de parler. Il dit, je vais faire ceci. Est-ce que quand on est sur le temps, on ne peut pas parler? Rien que dire que je fais, il a un montré. Et les gens s'agitent. Si vous avez un vigilance, mais si lui qui est autorisé par la religion d'initier la religion, il dit ça, les gens s'agitent dans le monde entier. Mais si quelqu'un d'autre n'est pas autorisé de pouvoir, tu l'attaques. Deuxièmement, la volonté de pouvoir, c'est ce que le chiffre dit tout le temps. Il ne peut pas la justice fait son travail. Alors quand il fait la justice comme le travail, quand il y a des gens qui ont mort pour le dire, non, il y a les droits de l'homme. Mais les gens qu'on tue là, on est en train de tuer là. Mais ce ne sont pas des hommes. Ils n'ont pas de droits. Il y a que les droits des criminels qui tuent les autres, il faut les protéger. Mais la peine de mort, elle est légitime. Pourquoi est-ce que quand les États-Unis exécutent le condamné à mort, on parle? Quand la Russie exécute le condamné à mort, on parle. Quand la Chine exécute le condamné à mort, on parle. Pourquoi est-ce que notre affaire est exécutée par les juges? Il faut la souveraineté du peuple. Je vais en parler ici, c'est la souveraineté. Parce que la souveraineté n'est pas le terme que nous prononçons. C'est ça mon deuxième point. Quelles sont les exigences, quelles sont les conditions pour que notre pays soit un véritable État souverain? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais commencer par une anecdote. Maman Mbatata, Baïn Avance, Baïn Mandi, Benedict. Il y a des Vanda, quand 1960. Il faut le droit de l'État. Bon, peut-être que quand tu peux le mettre dans le droit de l'État, tu dis souverain pour changer. Alors, un État souverain, je reviens au texte. Ici, je prends la théorie scientifique pour les scientifiques qui sont là. La théorie déclarative de la souveraineté des États dit qu'il s'agit d'une entité qui remplit 4 critères spécifiques que je vais énumérer ici et 4 caractéristiques qu'il ne faut jamais oublier. Je donne d'abord les critères et puis je donne les caractéristiques qui vont nous permettre, vous et moi, de conclure si nous sommes souverains ou non. Premier critère, une population permanente. Nous sommes une population, au Congo, même le Congo, nous sommes un peuple.
pas on lutte pour éliminer nos frères sur les 300 km qu'ils ont déjà cédé dans l'accord de l'Émérat que le doyen a évoqué ici. Un accord fait à un hôtel par un groupe de gens pour dire nous cédons 300 km sans notre avis, mais aussi les Congolais. Un territoire défini. Je vous rappelle que la carte du Congo a été volée. L'Institut géographique a perdu la carte pendant l'entrée de Rwandais ici dans la fenêtre pour falsifier les limites. Je le dis comme scientifique incontesté, et je dis tout celui qui va voter, je vais dire balancer ce texte. Déjà hier, l'Organisation nationale m'a interviewé. Ce que je sur la RTNC, c'est passé sur la RTNC hier à 20h, à minuit et ce matin à 7h. Donc, quand il s'agit de notre existence, on ne peut pas avoir peur de le dire. Il faut un gouvernement. Voyez comment, quand il faut faire le gouvernement et l'orientation, depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, les autres cherchent à infiltrer les leurs dans le gouvernement. Mais quand ils font le gouvernement chez eux, nous, on n'est pas associés. Et là, la capacité d'établir les relations avec les autres États. Voilà les 4 critères pour parler de l'État souverain. La première, un État est souverain lorsqu'il joue de l'indépendance comme État. L'indépendance, je dis, joue. Pas l'indépendance de mots. Il joue de l'indépendance. Deuxièmement, c'est lorsqu'il a la capacité de ne pas se voir imposer la volonté des autres. Ne pas se voir imposer la volonté des autres États. Non, ne devez pas, vous voyez, les autres pays ont besoin de la sécurité, donc il faut leur laisser la frontière pour se sécuriser. Mais chez eux, là, ils ne peuvent pas nous laisser des kilomètres pour se sécuriser aussi. Ici, c'est le principe de la non-ingérence pour les scientifiques qui sont ici, comme c'est le cas de ceux qui ils sont étrangers à la RDC, mais il s'agit à une simple annonce de révision ou de changement de la constitution de la RDC. L'agitation signifie que ces gens ne connaissent pas que notre pays, comme souverain, a la capacité de ne pas subir les injonctions extérieures. Troisièmement, une liberté d'organisation interne. Où est votre affaire au Rwanda, votre affaire en Uganda, votre affaire en France? Ça, c'est congolais. Mais quand on fait la constitution en France, combien de Congolais ceci? Il n'y a pas de commission ici au Congo. D'organisation interne, c'est-à-dire la RDC comme État souverain n'a pas besoin d'être autorisé pour revoir sa constitution ou pour la changer. Et personne, ni un État étranger, ni une puissance étrangère, ni des individus qui sont infiltrés, ni les autres, surtout les ONG, parce que les ONG sont financées par des multinationales, nos frères et sœurs sont placés comme des étiquettes, moyennant le financement de petits projets qui contribuent aux projets sanitaires pour tout un peuple. Alors, quand il s'agit de l'origine interne, un État souverain a la liberté de s'organiser sans dépendre des autres. La souveraineté d'un État se situe, vous en doutez, madame et messieurs, à l'intersection des scènes internes et internationales. Et la souveraineté interne de l'État désigne son autorité exclusive, j'ai dit, l'autorité exclusive sur son territoire et sur sa population. Tunapata dikienda makala bakwata bukoshima bantu bukema bukema jani shiri doktor wantu bukwato wani ni zibumbe wasu kila mperene muntu ba alkwambia kana kwa mabuchi ulishaka lubanza petit et sur le plan international la souveraineté indique l'insoumission, je veux dire la non-soumission de l'État souverain à
toute autorité supérieure, ainsi qu'à la reconnaissance des autres États comme des égaux. Sur la scène internationale, les États sont égaux. Il n'y a pas un État qui est plus État qu'un autre État. Même si là, chaque État existe comme personne morale de droit national, il n'y a pas un État qui doit dépendre d'un autre État. Et quand il s'agit des questions humanitaires internationales, non. L'intention humanitaire veut dire que, en cas de crise insurmontable, vous nous aidez. Mais pas vous décidez sur nous. Non. Il ne faut pas pour autant créer des crises chez nous pour venir sur la couverture, de venir nous aider, mais que vous-même vous entretenez. Aujourd'hui, nous avons adhéré au traité de Rome avec la Cour pénale internationale. Combien de fois le Congrès est venu pour arrêter les mandats parce qu'ils nous agressent? Est-ce que nous ne sommes pas un peuple qui a dignité, qui a le droit d'être protégé? Nous avons adhéré à ce statut. Nous sommes un État souverain. Pourquoi? Parce que quand les Rwandais entrent chez nous, ils nous agressent, nous arrêtons pour la donne à l'ONU. Il y a des rapports à tous les niveaux mappés, mais personne n'en parle. Pour quelle raison? Et quand nous décidons de changer pour enlever les pièges qu'ils ont mis dans la Constitution, tout le monde s'agite. Alors, je vais aborder l'avant-dernier point, avant la conclusion, pour dire quel est l'état des lieux de la Constitution actuelle face aux exigences pour que nous soyons un État souverain et un État démocratique. Mesdames et messieurs, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11 par 002 du 20 janvier 2011, portant révision de quelques articles de la Constitution de la RDC, contient des germes toxiques. J'assume le mot. Contient des germes toxiques, tant pour une véritable souveraineté que pour une sérieuse démocratie. Je vais citer ici l'article illustratif, avec à l'appui les textes de la Constitution sur toutes les versions et la charte de l'Afrique, la charte de l'Union africaine, ici. Je vais le montrer, à l'appui. Alors, je vais prendre le cas de l'article 9, article 216, article 217, article 220. Je vais prendre article indicatif pour que nous comprenions, parce que je parle. L'article 9 de la Constitution révisée en 2011 dit ceci. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux, les forêts, ainsi de suite. L'État exerce. Pourtant, l'État ne vient pas à exercer, mais il joue d'abord la souveraineté et ensuite il l'exerce. Parce qu'il y a une différence entre jouir d'un droit et exercer un droit. Pourquoi on peut dire que la RDC joue de son droit de souveraineté et il exerce sa souveraineté? C'est un État qui joue de la souveraineté. Dans cet article, le verbe exercer n'est pas à sa place. Il faut ajouter joue et exerce la souveraineté. Je vais prendre l'article 216 de la Constitution qui a été modifiée en 2011. 216 dit ceci. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, le président, s'il est catalogé, il n'est pas public. Mais si c'est un livre qui consulte, tout le monde s'agite. Par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par un dixième de député ou un dixième de sénateur, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution. Écoutez très bien. La ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Haji tuba da tukuna ne basu tanzo haka kawai da tuba da kwa tuba da yake hanyar da ya haƙura ta gefe
tout le temps, je peux le mettre. Tout ce qui est le même, on te demande de loi, de pas bien. Mais le moment mais ma pour le tête, d'avoir un hanima, de loi, de trouver pour avoir, je te comprends. En d'autres termes, lorsque un traité international est contre la Constitution, le traité doit être modifié. Parce que la Constitution, c'est la loi suprême de notre pays. Comment tout un peuple va modifier sa Constitution pour le faire face à un traité international? Ça n'a pas de sens. Comme tu dirais, oui, on t'a fait le combat, ou l'imam, l'imam, j'ai fait le film. Hein? Il faut bien tout le monde, moi j'ai le malin. Mais tu es bien avant. Alors, ça veut dire que cet article est contraire à la souveraineté. Article 217. Il dit l'article du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de territoire d'unité africaine. Car pour les bas chercheurs rwandais, bas scientifiques, rwandais, nous cherchons moi, et on a appris la constitution. Je vais vous lire un article dans lequel va demander mais nous allons rendre Kabila mais après nous encore waouh mais pas amener à la constitution. Et dit le Kabila mais il y a tout notre sur le tour mais il y a pas tout temps de doit projet faire nous aussi et puis il y a pas la manière de dire qu'il y a pas de accord de l'émirat nous toi de 1996 et nous avons agi la souveraineté walikola mais et vous tout le monde pour par la terre et que nous sommes là mais il est en du jadika nous avons dans le Zimbabwe nous partager accord de l'émirat. Voilà article accord de l'émirat signé le 23 octobre 2006 par le camarade fondateur de l'AFDL. MDLR, il s'agit de Laurent Désiré Kabila, du PRP, le Parti de la Révolution Populaire, André Nandou Kisase, Mouvement National Congolais, le Lumumba, le Conseil national de résistance, tout ça. Dans l'attente de la peuple congolais. Le sol et le sous-sol congolais appartient à l'AFDL. Article 2. Article 4. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage dans à céder 300 km aux frontières congolaises, frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins Ouganda, Rwandais et Burundais contre l'insurrection rebelle. Dès que l'Alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale sera à nos alliés. Sa détermination et des compétences de l'instance supérieure de l'Alliance. La nationalité sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance de notre pays le 30 juin 1963. Pourquoi ils tuent nos frères et sœurs dans les zones de 300 km, la partie qui a beaucoup plus de numéraux pour qu'ils prennent ça. Mais pourquoi on ne donne pas 300 km dans leur territoire? Pourquoi seulement chez eux? Et
Est-ce que eux qui ont signé ce patron, c'est eux qui sont le peuple? Est-ce que nous avons élu? Le parti de l'article 220. Beaucoup de gens prétendent que c'est un article dernier de la Constitution. Je vais parler ici comme professeur d'université. Un article verrouillé n'est pas verrouillé lui-même. Je répète. Un article verrouillé n'est pas verrouillé lui-même. C'est-à-dire, lui interdit les choses qu'on ne peut pas faire, mais on peut les changer lui pour faire les autres choses. Je veux ici prendre une pensée d'un collègue professeur français. Un Français réfléchit, il dit ceci. Une génération ne peut pas, sur le plan interne, dans un État, une génération ne peut pas assujettir à ses mots les générations futures. Chaque génération a ses lois, selon les réalités qui ont évolué. Alors, on ne peut pas vraiment faire des accords en 96, mais dire ne touchez plus à ça. Mais le problème est que nous, on a consenti à ça. La plupart ici, les jeunes ici, vous étiez venus en 2006, vous étiez venus en 96. Est-ce que vous avez consenti à ce conseil de 300 km? Est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de votre territoire? Alors, l'article 220 est un verrou non verrouillé. Parce que on ne peut pas interdire à un peuple de réviser ou de retoucher ou de changer sa propre constitution, à moins que ça ne soit pas d'un peuple souverain. Pourquoi? Parce que ce sont les attributs de souveraineté. Cette constitution, j'ai donné les articles qui forment les germes toxiques qui tuent la souveraineté. Je donne le deuxième point, c'est que cette constitution va à l'encontre de l'esprit de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ici, je prends seulement un article et un alinéa pour que tout le monde comprenne. Si on dit qu'on fait pour le pays africain, mais c'est une nation membre de l'Union africaine, que dit la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Je lis ici l'article 20, alinéa 1er. Il dit ceci. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique social selon la voie qu'il a librement choisie. Ça, ce n'est pas Félix qui a fait. Ça, ce n'est pas rédigé par Félix. Même pas par le Tshisekedi. Ça, c'est au niveau de l'Union africaine. On reconnaît que chaque peuple, qui sont congolais, rwandais, angolais, gabonais, a le droit de choisir quel modèle il veut vivre dans la gestion de l'État. Alors, cette constitution va à l'encontre de l'esprit de la charte africaine des droits de l'homme et du peuple que nous avons ratifiée par l'ordonnance loi numéro 87/027 du 20 juillet 1987. 87, ce n'était pas au pouvoir. Quand on a ratifié ça, pourquoi ne pas la respecter? Nous sommes un peuple souverain. Choisissons librement le mode de gestion qui peut nous aider à émerger. Alors, cette constitution est en contradiction avec elle-même. Je vais vous démontrer comment elle se contredit elle-même. Les gens parlent. Je parle ici comme docteur en droit. J'ai toutes les preuves. Alors, elle se contredit comment? L'article 1er dit la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit indépendant souverain. Alors, souveraineté, souveraineté, exercice.
C'est pourquoi ils sont venus dire non, l'État exerce la souveraineté. Mais l'État joue la souveraineté d'abord, et puis il exerce, c'est chez lui. C'est un État uni et indivisible. Quand il est indivisible, 300 km de différence. Contradiction intérieure. Contradiction au sein de la Constitution elle-même. Deuxième élément de contradiction, l'article 5, alinéa 1er, le bras la souveraineté nationale appartient au peuple. Si nous sommes souverains, c'est notre constitution. Pourquoi est-ce que quand nous voulons réfléchir pour la république, nous ajoutons? Donc la constitution c'est compris parce qu'elle refuse que nous puissions la modifier selon les besoins et les réalités, en tant que nous sommes souverains. Et ces articles sont en contradiction avec l'article 215 et 216 de notre Constitution. Premier, article 5, contredisent les articles 215 et 216. Dans la même Constitution, tous les articles s'appliquent en même temps, mais ils sont contradictoires. 215 dit quoi? Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, de leur ratification et publication, une autorité supérieure à celle de loi, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Pourquoi d'autres traités doivent primer sur nous? Pour quelle raison? Et, sous-entendu, quand le traité est contre la Constitution, il faut changer la Constitution pour laisser la place au traité. L'article 216, c'est là où nous avons dit que la ratification, l'approbation ne peut intervenir qu'après la modification de la Constitution. Alors, je vais dire en plus que la Constitution ici, révisée en 2011, contient des dispositions qui sont dépassées. Ceux qui ne veulent pas qu'on en parle là, je vais vous demander s'il y a des articles qui sont obsolètes, qui sont caduques. Je cite ici l'article 222, 223, 224, 226, et les institutions sont dépassées. Je vous donne un exemple. L'article 222 dit ceci. Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par la grande Constitution et exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la transition. Institution est tout ça, l'installation. On n'a pas installé les institutions. On a installé les institutions. Pourquoi est-ce que l'Afrique doit continuer à être dans la Constitution? L'article 223, il dit, en attendant l'installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce des attributions leur dévolues par la grande Constitution. Est-ce que la Cour comment ça, tu t'es trompé quoi? Le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle existe déjà, et la Cour de cassation. Comment la Constitution peut parler encore de la Cour suprême de justice alors que, dans la réalité, elle parle déjà de trois juridictions qui sont déjà autonomes et fonctionnelles? Ça n'a pas déjà dépassé. L'article 224. En attendant l'installation des juridictions de l'ordre administratif, les cours d'appel exercent les compétences dévolues aux sociétés. Mais il y a des professeurs de les cours administratifs. Regardez cet exemple. C'est parce qu'on va regarder cet article qui a un décalage avec les réalités qui ont évolué. Dernièrement, la dernière disposition, les provinces telles que énumérant l'article premier de la présente Constitution constituent les circonscriptions électorales des sénateurs de la première législature. Est-ce que c'est encore la première législature? Mais on a déjà voté les députés, ils sont pas dans les 6, on a voté les sénateurs, on a voté, mais ici, on va venir de première législature. Et ce n'est pas dépassé ça. Pourquoi ça ne peut pas revoir ça?
Alors, les premiers articles que je cite ici, qui ont les germes toxiques là, ils appellent un changement constitutionnel. Possible par le souverain qui est le peuple congolais. Le deuxième groupe d'articles que j'ai relevé ici, il requiert une révision constitutionnelle pour leur adaptation aux réalités du peuple congolais. Mesdames et messieurs, entre la révision constitutionnelle et le changement de constitution de la RDC, quel choix transfert il faut opérer pour que notre État puisse émerger et qu'il soit un État réellement souverain, un État réellement démocratique. Je veux dire que un État souverain, au point de vue interne, il n'a aucun autre pouvoir supérieur à lui, ou égal à lui. Il a une autorité exclusive sur son territoire et sur sa population. Et sur le plan externe ou international, un État souverain, il n'a aucune exigence de se soumettre à un autre État ou à une autre puissance étrangère sous peine d'annuler sa souveraineté, ou bien il n'est plus souverain. Par ailleurs, la question de réviser ou de changer la constitution d'un peuple est une question interne qui est laissée à la souveraineté du peuple. Le chef de l'État, en tant que libre des institutions qui sont qualifiées pour initier la révision constitutionnelle de l'article 218 de la Constitution, il a la qualité d'initier cette révision de la Constitution. Et cette révision, si elle est partielle, je termine, elle demeure une révision comme celle qui était faite en 2011. Mais si dans sa souveraineté, le peuple congolais, consulté par le référendum, qui est le seul pour être revenu par de l'État, n'a pas de limite ou de borne pour l'empêcher à changer ce qu'il veut changer pour son bien-être. S'il veut changer, il a le droit de changer. Je les écoute. Au regard de ces paramètres fondamentaux du système de l'égalité, je termine. Il y a lieu de reconnaître que le chef d'État a le droit et la liberté d'initier la révision de la Constitution et que le peuple a le droit d'aller au-delà de la révision et de la changer si ses intérêts sont contrariés par la Constitution, sans avoir de compte à rendre à personne. En conclusion, je voudrais conclure avec une petite phrase. Ici, le peuple a toujours le droit de revoir, de retoucher et de changer sa Constitution. Il appartient au peuple congolais de s'assumer dans sa souveraineté pour un changement constitutionnel profitable à ses intérêts nationaux en priorité. Tel est le choix rationnel pour consolider la RDC comme un État souverain, un État réellement démocratique et effectivement souverain. Qu'est-ce que je suggère? Trois choses seulement. La première chose que je propose ici, de cette légalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que laissons le chef de l'État initier sa révision constitutionnelle, c'est son droit national. Deuxième proposition. Si on le prend la Constitution, l'article 218 permet ça. On dit que l'État peut prendre l'initiative de la révision. C'est comme ça qu'il y a des problèmes. Pas quand il fait que la révision a prévu, ça fait un problème. Deuxième proposition, sensibilisons notre peuple en s'auto-déterminer, en choisissant le meilleur mode de gestion de l'État qui met en priorité l'intérêt du peuple congolais, parce que quand il y aura des référendums, vous verrez, les réformes que nous représentons de financer, certaines églises, certaines églises, on va financer. Mais sensibilisons le peuple à être conscient. Dernière suggestion. Prenons garde de ne pas céder à la pression profitant des intérêts étrangers au détriment de l'intérêt du peuple congolais qui est souverain sur son territoire. Pour votre attention, je vous dis merci. Nous avons une joie immense parce que c'était comme une blague. Les débuts de cette initiative, aujourd'hui nous voyons une réussite totale. La salle qui était pleine, bien que certaines personnes, les autorités politico-administratives
n'ont pas pu répondre à l'invitation, mais du moins la majorité était là. Nous avons vu presque tous les 3 intervenants sont venus répondre à l'invitation et il y avait une harmonie dans la salle, nous avons aimé. La prochaine étape, c'est de composer une équipe qui va pouvoir côtoyer presque toutes nos autorités, en commençant par les présidents de l'Assemblée, les gouverneurs de la province, pourvu que toutes les couches soient impliquées, parce que c'est vraiment une demande. Nous avons suivi ensemble avec vous qu'il est important que tout Est kassaïen puisse s'impliquer dans cette révision, ces changements de la Constitution. Donc, nous devons tous nous impliquer et nous allons faire impliquer toutes les couches, les notables, les jeunes, le maman, dans cette organisation. Donc, après ceci, nous allons passer à la composition d'une équipe. C'est vrai que nous sommes leaders, nous sommes représentants de jeunes de cette famille. C'était une initiative de ces jeunes, mais du moins vous avez vu que dans la salle, il n'y avait pas seulement ceux de cette famille. Nous avions touché presque toutes les couches pour qu'ils viennent participer. Cette fois-ci, nous allons côtoyer, nous allons chercher à ce que les jeunes des différents territoires, les représentants, les ressortissants des différents territoires puissent s'impliquer aussi dans cette organisation. C'était un avant-goût qu'on donnait aux autres pour qu'ils sentent réellement que c'est un problème, une actualité qui nous implique nous tous.